Il y a un métal qui se trouve en ce moment même dans vos os, dans l'air que vous respirez, dans le sol sous vos pieds. Et personne ne vous a jamais dit que pendant des décennies entières, des gouvernements et des industries savaient exactement ce qu'ils faisaient à votre cerveau, et ont choisi de continuer quand même. Mathieu avait 29 ans quand il a commencé à remarquer que quelque chose clochait. Il travaillait dans un laboratoire que je vous encourage à imaginer comme une pièce où le temps semble suspendu. Des étagères en métal rouillé le long des murs, une odeur permanente de produits chimiques qui piquent légèrement les narines, une lumière froide et blanche qui efface les ombres. Il était seul la plupart du temps, ce qui lui convenait parfaitement, parce que Mathieu était le genre d'homme qui préfère la compagnie silencieuse des chiffres à celle des gens. Sa mission était simple en apparence. Il voulait calculer l'âge de la Terre en mesurant les traces de désintégration radioactive dans de très vieux minéraux. Le principe est solide. Certains éléments se transforment en d'autres à une vitesse connue et constante, comme une horloge que la nature a mise en marche il y a des milliards d'années. Si tu mesures ce qui reste et ce qui s'est formé, tu calcules le temps écoulé. C'est de la physique, pas de la magie. Sauf que les mesures de Mathieu ne donnaient jamais le bon résultat. Pas de temps en temps. Jamais. Chaque série d'analyses montrait une quantité de métal anormalement élevée dans les échantillons, bien au-delà de ce que la désintégration radioactive pouvait expliquer. Il refaisait tout depuis le début. Il changeait les réactifs, nettoyait les instruments, recommençait les calculs à la main. Même résultat. Il a passé des semaines à penser que l'erreur venait de lui, de sa méthode, de sa façon de préparer les échantillons. Il a demandé à un collègue de vérifier son travail sans lui dire pourquoi. Le collègue a haussé les épaules et dit que tout semblait correct. Mathieu a continué à chercher. Un soir, tard, alors que le bâtiment était presque vide et que le bourdonnement des machines emplissait le silence, il a posé son stylo et il a regardé ses mains. Et il a eu une pensée qui l'a d'abord semblé absurde. Et si le problème n'était pas dans l'échantillon? Et si le problème était dans l'air de la pièce elle-même? Il a prélevé un peu de poussière sur le bord d'une étagère. Il l'a analysée, puis il a analysé l'eau distillée qu'il utilisait comme base de ses réactifs, puis l'air filtré qui circulait dans la pièce. Ce qu'il a trouvé l'a fait rester immobile pendant un long moment, les yeux fixés sur les chiffres devant lui. Le métal était partout, dans la poussière, dans l'eau, dans l'air, sur ses propres mains. Pas en quantité infime et négligeable, en quantité mesurable, significative, aberrante. Un métal lourd et gris, connu depuis l'Antiquité, utilisé dans les tuyaux, les peintures, les batteries, les munitions. Et visiblement aussi, d'une façon que personne n'avait encore pris la peine de mesurer avec cette précision, dans l'atmosphère entière de la planète. Mathieu a compris ce soir-là que son problème de données corrompues n'était pas un bug de laboratoire, c'était un symptôme. Et la maladie était bien plus grande que son laboratoire, bien plus grande que sa ville, bien plus grande que tout ce qu'il était venu chercher en posant cette question sur l'âge de la Terre. Ce qu'il allait décider de faire ensuite allait lui coûter des années, des financements et une bonne partie de sa tranquillité d'esprit. Mais avant de vous raconter ça, il faut d'abord répondre à une question que vous vous posez peut-être sans encore la formuler clairement. Ce métal gris, lourd et discret, d'où vient-il vraiment? Pas des usines, pas des mines. Avant tout ça, avant la Terre elle-même. Si cette histoire vous touche autant qu'elle me touche, abonnez-vous et laissez un commentaire. Ça compte vraiment pour continuer ce travail. Il faut remonter à un moment où il n'y avait pas de Terre, pas de Soleil, pas de système solaire. Juste du gaz, de la poussière et des étoiles dispersées dans un espace que l'esprit humain ne peut pas vraiment visualiser sans tricher un peu. Notre Soleil, comme toutes les étoiles ordinaires, est une machine à fusion nucléaire. Il prend de l'hydrogène, le comprime sous une pression et une chaleur inimaginables, et en fait de l'hélium. Puis de l'hélium, il fait du carbone, de l'oxygène, et ainsi de suite, en remontant le tableau des éléments, jusqu'au fer. Le fer est une frontière. Au-delà du fer, le moteur s'emballe dans le mauvais sens. Fabriquer un élément plus lourd que le fer coûte de l'énergie au lieu d'en produire. Une étoile ordinaire ne peut pas se permettre ça. Elle s'arrête là. Elle finit par s'éteindre, lentement ou violemment selon sa taille, et elle ne produit jamais rien de plus lourd que le fer de façon significative. Pour fabriquer du plomb, la nature a besoin d'autre chose.
Elle a besoin d'une catastrophe. Imaginez deux étoiles qui ont épuisé tout leur carburant il y a des milliards d'années. Elles se sont effondrées sur elles-mêmes sous l'effet de leur propre gravité, jusqu'à ne plus être que des noyaux denses et froids, tournant l'un autour de l'autre dans l'obscurité. Pendant des millions d'années, peut-être des milliards, elles se rapprochent lentement. La gravité resserre l'étau. Et puis un moment arrive où elles ne peuvent plus éviter l'impact. En une fraction de seconde, ces deux objets compacts et silencieux se percutent à une vitesse vertigineuse. L'énergie libérée en cet instant dépasse tout ce que notre Soleil produira pendant toute sa vie. L'espace autour se tord. Des ondes invisibles se propagent à travers le tissu même de l'univers. Et dans l'immense nuage de matière incandescente qui se disperse dans toutes les directions, des atomes lourds se forment à une cadence que nulle autre source connue ne peut égaler. De l'or, du platine, de l'uranium et oui, du plomb. Ce nuage de matière se mélange au gaz interstellaire environnant pendant des millions d'années. Il dérive, se refroidit, s'agglomère sous l'effet de la gravité avec d'autres nuages similaires. Et un jour, ce mélange commence à se contracter sur lui-même, à tourner, à former un disque, puis une étoile au centre et des planètes autour. Notre planète s'est formée de cette façon. Et le plomb qui se trouvait dans le nuage originel s'est retrouvé dans les roches, les sédiments, les minéraux du sol. Il était là bien avant que le premier organisme vivant apparaisse sur Terre. Il attendait, simplement, comme il sait si bien le faire. C'est ce détail qui m'a frappé quand j'ai vraiment compris l'histoire de Mathieu. Ce métal n'est pas un sous-produit de notre industrie. Il ne vient pas d'une erreur humaine. Il est là depuis avant nous, né dans la violence la plus extrême que l'univers puisse produire, et il a patienté des milliards d'années dans les entrailles de la Terre, jusqu'à ce qu'une espèce curieuse et pressée décide de l'en extraire, de le chauffer, de le mélanger à du carburant et de le souffler dans l'air de ses propres villes. La catastrophe qui a fabriqué ce métal a eu lieu à des milliards d'années-lumière, il y a un temps inimaginable. La catastrophe que nous en avons faite, elle, est beaucoup plus récente et beaucoup plus évitable. Ce métal que des étoiles mortes ont fabriqué en se percutant est aussi, et c'est là que ça devient vraiment troublant, la destination finale de presque tous les éléments radioactifs lourds qui existent dans l'univers. Pas une étape, pas un passage, la fin du voyage, définitive, irréversible, absolue. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que ce détail change complètement la façon dont on perçoit cette histoire. Quand un élément radioactif se désintègre, il ne disparaît pas, il se transforme. Un atome d'uranium perd quelques particules et devient autre chose. Cette autre chose est souvent encore instable, alors il se transforme à son tour. Et ainsi de suite, une transformation après l'autre, chaque étape produisant un élément légèrement différent, jusqu'à ce qu'on arrive à une configuration de noyau atomique qui ne ressent plus le besoin de changer. Un noyau qui a enfin trouvé un équilibre que rien ne peut briser spontanément. La physique nucléaire a un nom pour ces configurations particulièrement stables. Elle les appelle les nombres magiques. Ce sont des quantités précises de protons et de neutrons qui rendent un noyau exceptionnellement solide, comme une clé qui entre parfaitement dans une serrure et qu'on ne peut plus en sortir. Le plomb possède ces deux nombres magiques à la fois. 82 protons et 126 neutrons dans son isotope le plus stable. C'est pour cette raison que 3 des 4 grandes chaînes de désintégration radioactive naturelle se terminent toutes au même endroit. Elles partent de l'uranium, du thorium, de différents points de départ. Elles traversent des dizaines d'étapes intermédiaires sur des durées qui dépassent parfois l'âge de l'univers. Et elles arrivent toutes au même métal gris et terne que Mathieu trouvait en excès dans ses échantillons. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la physique. Le plomb est l'état le plus reposé que la matière lourde puisse atteindre. Tout le reste est en mouvement vers lui. Pensez-y une seconde. L'uranium dans les roches de votre région se transforme en ce moment même, très lentement, atome par atome, en plomb. Ça prend des milliards d'années par étape, mais ça se passe, en ce moment, dans le sol sous vos pieds. La matière de l'univers a une direction préférée, et cette direction mène à ce métal que personne ne trouve beau, que personne ne porte en bijoux, qui ne brille pas, qui ne chante pas.
mais vers lequel tout converge quand même. C'est là que Mathieu a eu une révélation que je trouve personnellement vertigineuse. Son problème de départ, ce métal en excès dans ses échantillons, était en réalité une archive. Chaque atome de plomb qu'il mesurait dans un vieux minéral était la preuve qu'un atome d'uranium avait vécu là. S'était désintégré selon un rythme parfaitement connu et avait laissé derrière lui cette trace précise et mesurable. Le plomb n'était pas une contamination qui gênait son calcul. Il était le calcul lui-même. La quantité de plomb présente dans un minéral ancien est exactement proportionnelle au temps qui s'est écoulé depuis sa formation. C'est une horloge. La plus ancienne horloge du monde, faite non pas de rouages et d'aiguilles, mais d'atomes qui se transforment selon des lois que rien ne peut modifier. Ni la chaleur, ni la pression, ni le temps lui-même. Ce qui perturbait les mesures de Mathieu, c'était donc du plomb venu d'ailleurs, du plomb qui n'avait pas sa place dans l'horloge, un intrus qui faussait la lecture. Et cet intrus venait de l'extérieur des échantillons. Il venait de l'air, de l'eau, des surfaces du laboratoire. Il venait du monde. Ce constat aurait pu décourager n'importe qui. À la place, il a transformé Mathieu en quelqu'un d'obsessionnel, d'une façon que ses proches ne comprenaient pas encore tout à fait. Il avait maintenant 2 questions au lieu d'une. La première, technique, comment isoler ces échantillons de cette contamination extérieure pour lire l'horloge correctement. La seconde, bien plus lourde, d'où venait tout ce plomb dans l'atmosphère, et depuis quand? Mais avant de vous raconter ce qu'il a fait ensuite, il y a une 3e question que Mathieu ne s'était pas encore posée, mais qui allait bientôt s'imposer à lui, avec une force qu'il n'avait pas anticipée. Comment un métal aussi lourd, aussi peu réactif, aussi discret dans ses propriétés chimiques, avait-il réussi à s'infiltrer jusque dans l'air des villes, dans l'eau des robinets, dans la poussière des maisons? Ce métal ne s'envole pas spontanément. Il ne se dissout pas dans l'eau sans raison. Quelqu'un l'avait mis là. Et ce quelqu'un avait des raisons très précises de le faire. Voilà quelque chose que la plupart des gens ignorent complètement. Le plomb que Mathieu trouvait dans l'air de son laboratoire n'était pas un résidu ancien, pas un héritage géologique passif. C'était récent, très récent à l'échelle de l'histoire. Et son origine était aussi banale qu'effrayante. Mais pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut d'abord comprendre pourquoi l'humanité a noué une relation aussi longue et aussi étroite avec ce métal. Pourquoi, depuis des millénaires, chaque civilisation qui a posé les mains dessus a eu du mal à les enlever. Et cette partie de l'histoire commence non pas dans un laboratoire, mais dans un feu de bois allumé il y a 9000 ans. On avait parlé de naissance cosmique, de physique nucléaire, de nombres magiques. Maintenant, on va parler d'êtres humains ordinaires qui ont trouvé une pierre étrange, l'ont jetée dans les flammes et ont regardé avec fascination un liquide gris et lourd s'en échapper en coulant sur la terre battue, et qui se sont dit que ce truc était formidable. Ils n'avaient pas tort. C'est ce qui rend l'histoire si difficile à raconter sans un certain malaise. Parce que le plomb est objectivement un matériau extraordinaire pour une civilisation qui ne dispose pas de la chimie moderne. Il fond à une température qu'un feu de bois ordinaire peut atteindre. Il se laisse travailler comme de l'argile une fois fondu. Il ne s'oxyde pas en surface de façon destructive. Des objets en plomb retrouvés dans des sites vieux de plusieurs millénaires sont encore intacts, lisses, reconnaissables. La nature avait mis des milliards d'années à le fabriquer et à l'enfouir dans les roches. Les premiers humains qui l'ont découvert ont compris en quelques minutes qu'ils tenaient quelque chose d'utile entre leurs mains. Ce que personne n'a compris pendant les 9000 années suivantes, c'est ce que ce métal faisait à l'intérieur de leur corps pendant qu'ils le manipulaient, le fondaient, le respiraient et le buvaient sans le savoir. Et cette ignorance, ou parfois cette indifférence organisée, allait avoir des conséquences que même Mathieu, avec toute sa rigueur scientifique, n'avait pas encore entièrement mesurées, le soir où il avait regardé ses mains et compris que l'air lui-même était contaminé. Les êtres humains ont passé 9000 ans à construire leur civilisation avec un matériau qui détruisait silencieusement leur cerveau. Et pendant tout ce temps, pas une seule société, pas un seul empire, pas une seule génération n'a fait le lien entre le métal dans leurs mains et le chaos dans leur tête. 9000 ans. Réfléchissez à ce chiffre. L'histoire du plomb et de l'humanité ne commence pas dans une usine du XXe siècle.
Elle commence dans la poussière d'un feu de camp préhistorique, quelque part dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Proche-Orient. Un feu ordinaire, allumé pour cuire de la nourriture ou se réchauffer. Sauf que cette nuit-là, les pierres qui bordaient le foyer contenaient un minéral particulier, lourd, d'un gris argenté presque métallique, avec des reflets qui accrochaient la lumière des flammes d'une façon inhabituelle. La chaleur a fait son travail, et au matin, dans les cendres refroidies, quelqu'un a trouvé une flaque solidifiée d'un métal inconnu, dense, malléable, encore légèrement chaud sous les doigts. Ce moment a changé l'histoire de l'humanité. Pas de façon spectaculaire, pas comme une bataille ou une invention révolutionnaire. De façon lente, quotidienne, presque imperceptible. Parce que ce métal était trop pratique pour qu'on le laisse tranquille. Il fond sans effort dans un feu ordinaire. Il coule comme de l'eau quand il est liquide, épouse parfaitement la forme du moule qu'on lui donne, se solidifie proprement, garde ses arêtes nettes. Une fois refroidi, on peut le couper, le plier, le graver, le remodeler. Il ne rouille pas, il ne se fissure pas avec les saisons. Des objets façonnés dans ce métal et abandonnés dans la terre pendant des millénaires ressortent intacts, reconnaissables, presque lisses. Aucun autre métal connu des premières civilisations ne réunissait toutes ces qualités à la fois. Le cuivre demande des températures plus élevées, le fer encore davantage, et des techniques bien plus complexes. Le plomb, lui, se laisse apprivoiser avec presque rien. Alors on l'a utilisé pour tout. Des poids de pêche, des récipients, des revêtements de toiture. Des tuyaux pour acheminer l'eau dans les villes. Des cachets officiels, des sceaux, des ornements. Des soldats de plomb pour les enfants des familles aisées. Des plaques sur lesquelles on gravait des messages, des contrats, des malédictions destinées à des ennemis. Dans certaines cultures anciennes, on enterrait ces plaques de plomb inscrites sous les fondations des maisons, comme si le métal avait quelque chose de définitif, d'irrévocable, qui convenait bien aux serments et aux sorts. Et pendant tout ce temps, le métal faisait son travail silencieux dans les corps de ceux qui le manipulaient. Les artisans qui fondaient le plomb toute la journée dans des ateliers mal ventilés. Les enfants qui jouaient avec des objets en plomb et portaient leurs mains à leur bouche. Les femmes qui cuisinaient dans des récipients doublés de plomb. Les ouvriers qui creusaient les mines et respiraient la poussière de minerai pendant des années. Personne ne faisait le lien. Les symptômes arrivaient lentement, si lentement qu'on les attribuait à la fatigue, à l'âge, aux humeurs du corps selon la médecine de l'époque. Une lassitude profonde qui ne passe pas avec le sommeil, des douleurs dans les articulations, des mains qui tremblent légèrement le matin, une mémoire qui glisse, qui lâche des mots familiers, des visages connus. On mourrait de vieillesse, on mourrait de maladie, on mourrait de ce que les médecins de l'époque appelaient des déséquilibres internes. On ne mourrait jamais, officiellement, de plomb. Ce qui rend cette histoire particulièrement difficile à digérer, c'est que cette ignorance n'est pas stupide, elle est humaine. On ne peut pas identifier un poison qu'on ne soupçonne pas. On ne peut pas mesurer ce qu'on n'a pas les outils pour mesurer. Les premières civilisations n'avaient pas de chimie analytique, pas de microscope, pas de notion d'atomes ou de molécules. Elles avaient des observations, des intuitions, des traditions. Et le plomb, dans ses effets, est un maître du camouflage. Il ne tue pas vite. Il affaiblit lentement, si progressivement que la victime et son entourage s'adaptent à chaque nouvelle étape de la dégradation sans jamais voir le tableau complet. Et pourtant, il y a eu des voix. Rares, dispersées, souvent ignorées. Des médecins de l'Antiquité qui notaient que les ouvriers des mines et des fonderies vieillissaient mal, devenaient irritables, perdaient leur vivacité d'esprit. Des observations consignées dans des textes qui ont traversé les siècles sans que personne ne les prenne vraiment au sérieux, parce que le métal était trop utile, trop abondant, trop central dans l'économie de presque toutes les grandes civilisations pour qu'on envisage sérieusement de s'en passer. Et nulle part cette contradiction entre l'utilité du plomb et sa toxicité n'a été poussée aussi loin qu'à Rome. Il y a une civilisation dans l'histoire qui a consommé du plomb avec une créativité et une échelle que rien n'avait précédée, et qui a payé pour ça d'une façon que les historiens débattent encore aujourd'hui. Cette civilisation a construit des aqueducs qui alimentaient des millions de personnes, des bâtiments qui ont traversé 20 siècles,
Une administration qui organisait un territoire immense avec une précision remarquable. Et en même temps, elle cuisinait son vin dans des chaudrons en plomb, buvait dans des coupes en plomb, acheminait son eau dans des tuyaux en plomb, et s'étonnait de la fréquence avec laquelle ses dirigeants devenaient imprévisibles, violents, incohérents. Voici ce qui se passait concrètement dans les cuisines romaines, et c'est là que l'histoire bascule dans quelque chose de vraiment troublant. Le vin de l'Antiquité n'avait rien à voir avec ce qu'on boit aujourd'hui. Il était souvent âcre, acide, difficile à conserver. Pour le rendre plus agréable, les cuisiniers romains le faisaient réduire à feu doux dans de grands récipients en métal, jusqu'à obtenir un sirop dense et sucré qu'ils incorporaient ensuite aux sauces, aux pâtisseries, aux boissons. Le problème est purement chimique. Quand un liquide acide chauffe longuement en contact avec du plomb, une réaction se produit. L'acidité du vin attaque le métal et forme un composé qui a une propriété particulière et redoutable. Il est doux au goût, franchement, agréablement doux. Les cuisiniers romains avaient donc inventé, sans le savoir, un édulcorant fait de plomb dissous. Ils l'ajoutaient à leur alimentation quotidienne avec enthousiasme, parce que ça rendait la nourriture meilleure. Et plus on en mettait, plus c'était savoureux. Les effets de ce composé sur le corps humain ne se manifestent pas en quelques heures. Ils s'installent sur des mois, des années. Une fatigue qui devient chronique, des douleurs diffuses que rien ne soulage vraiment, une irritabilité qui monte, qui déborde, qui finit par ressembler à de la violence pure sans raison apparente. Une pensée qui ralentit, qui s'embrouille, qui perd ses nuances. Des décisions qui deviennent impulsives, excessives, déconnectées de toute logique. Ce tableau clinique, on le retrouve décrit par les chroniqueurs romains eux-mêmes dans leurs récits sur certains empereurs et membres de l'élite. Pas tous, pas systématiquement, mais avec une régularité qui ne peut pas être entièrement mise sur le compte du hasard ou de la psychologie individuelle. Et l'élite romaine était précisément celle qui consommait le plus de ce sirop réduit dans les chaudrons en plomb, parce que c'était une préparation coûteuse en temps et en matériaux, réservée aux tables des gens aisés. Ce n'est pas une preuve. Aucun historien sérieux ne dit que le plomb seul a fait tomber Rome. Les causes de l'effondrement d'un empire aussi complexe sont multiples, entrelacées, débattues depuis des siècles. Mais voici ce qui est incontestable. Les couches de glace polaire correspondant au siècle de puissance de Rome contiennent des concentrations de plomb dans l'atmosphère bien au-dessus du fond naturel. Rome a littéralement laissé une signature chimique dans la glace de l'Arctique, visible encore aujourd'hui si on sait où chercher. Et Mathieu, dans son laboratoire, était en train de devenir exactement le genre de scientifique qui sait où chercher. Pendant que Rome se dissolvait lentement dans ses propres chaudrons, il y avait des hommes qui manipulaient ce métal avec une intimité encore plus grande, qui le fondaient, le respiraient, le goûtaient délibérément, et qui croyaient sincèrement qu'il allait les rendre immortels. Les alchimistes ont entretenu avec le plomb une relation que je qualifierais presque d'amoureuse, si le mot n'était pas aussi déplacé dans ce contexte. Pour eux, ce métal n'était pas un matériau banal. C'était un symbole cosmique, le point de départ de toute transformation possible. Dans leur système de pensée, chaque métal connu correspondait à un astre visible à l'œil nu. L'or au Soleil, l'argent à la Lune, le cuivre à Vénus, le fer à Mars. Et le plomb, le plus lourd, le plus terne, le plus lent à fondre et à réagir, correspondait à Saturne, la planète la plus éloignée et la plus lente du ciel ancien. La planète du temps, de la patience, du poids des choses. Dans cette vision du monde, le plomb occupait le bas de l'échelle des métaux. Le moins noble, le moins évolué, le plus éloigné de la perfection que représentait l'or. Mais c'était précisément pour cette raison qu'il était si important. Les alchimistes croyaient que tous les métaux mûrissaient naturellement dans les entrailles de la terre, progressant lentement depuis les formes les plus brutes vers les plus parfaites. Le plomb était le métal le moins avancé dans ce voyage, le plus jeune en quelque sorte. Et leur ambition était d'accélérer ce processus, de transformer le plomb en or par le biais d'opérations chimiques et spirituelles combinées. Ce qui me frappe dans cette théorie, c'est qu'elle n'est pas absurde dans sa logique interne.
Elle part d'une observation réelle. Les métaux se trouvent effectivement dans des états de transformation dans la nature. Elle construit une hiérarchie cohérente. Elle postule un mécanisme de changement. Elle se trompe dans une seule chose, mais cette erreur est totale. Elle inverse le sens du mouvement. Dans la réalité, ce n'est pas le plomb qui cherche à devenir de l'or. C'est tout le reste qui descend vers le plomb. L'uranium, le thorium, le radium, tous ces éléments lourds et instables convergent vers ce métal gris au bout de leur longue chaîne de transformation. Le plomb n'est pas le début du voyage, il est la fin. Les alchimistes regardaient dans la bonne direction, mais depuis le mauvais côté du chemin. Et pendant qu'ils cherchaient à remonter ce courant imaginaire, ils travaillaient avec du plomb tous les jours. Ils le fondaient dans des creusets au-dessus de braseros dont la fumée emplissait leurs ateliers d'une odeur âcre et métallique. Ils le dissolvaient dans du vinaigre pour obtenir des composés blancs qu'ils appelaient poétiquement le sel de Saturne. Ils observaient les cristaux qui se formaient lentement sur les parois des récipients, y cherchant des signes, des formes révélatrices. Certains d'entre eux identifiaient les substances qu'ils manipulaient par le goût, une pratique courante dans la chimie prémoderne. Le sel de Saturne a un goût sucré, légèrement sucré, agréable même, comme quelque chose qu'on pourrait mettre dans une boisson. Certains le faisaient. La maladie venait lentement, comme toujours avec ce métal. Une fatigue installée, des mains qui tremblent légèrement quand on essaie de tenir un calame pour noter les résultats d'une expérience. Une pensée qui s'épaissit, qui perd sa fluidité. Des douleurs dans les jambes la nuit. Les alchimistes interprétaient ces symptômes comme des signes de la transformation intérieure que leur travail était censé opérer sur leur propre âme, en même temps que sur la matière. Souffrir faisait partie du grand œuvre. Ils mouraient en croyant être sur le point de réussir. Ce qu'ils ne pouvaient pas savoir, et c'est là que l'ironie devient presque insupportable, c'est que leur méthode de travail, affinée sur des siècles d'expérimentation minutieuse, allait devenir le fondement de la chimie analytique moderne. La distillation, la dissolution, la précipitation, la calcination, toutes ces techniques que les alchimistes pratiquaient en cherchant l'or imaginaire ont été récupérées, purifiées, codifiées par la science qui a suivi. Et ces mêmes techniques, des siècles plus tard, allaient permettre à un homme de mesurer des concentrations de plomb d'une précision infinitésimale dans des échantillons de glace polaire, et de prouver que l'atmosphère entière de la planète avait été empoisonnée. Les alchimistes travaillaient avec du plomb pour tenter de transformer le monde. Ils n'ont pas trouvé l'or, mais ils ont forgé les outils qui ont permis de comprendre le mal que ce métal faisait au monde. Cercle complet, fermé de façon cruelle. Mais tout ça, Rome, les alchimistes, les 9000 ans d'usage quotidien et inconscient, tout ça n'était qu'un préambule. Une accumulation lente, progressive, presque naturelle dans ses proportions. Ce qui allait se passer ensuite était d'une autre nature complètement. Plus brutal, plus délibéré, plus massif. Et ça a commencé avec un homme qui voulait juste que les moteurs arrêtent de claquer. Il s'appelait Édouard. Ingénieur de formation, esprit vif, capable de résoudre des problèmes techniques complexes avec une élégance que ses collègues admiraient. Il travaillait pour une grande entreprise automobile à une époque où l'industrie du transport était en pleine expansion, où les villes se transformaient, où les rues se remplissaient de véhicules à moteur et où chaque constructeur cherchait à rendre ses machines plus puissantes, plus fiables, plus silencieuses. Le problème qu'Édouard devait résoudre était réel et agaçant. Les moteurs de l'époque produisaient un cognement irrégulier lors de la combustion, un claquement sec et répété qui signalait que quelque chose ne fonctionnait pas correctement dans le cylindre. Le mélange air-carburant s'enflammait au mauvais moment, de façon désordonnée, ce qui gaspillait de l'énergie et abîmait les pièces mécaniques prématurément. Les ingénieurs cherchaient un additif chimique qui stabiliserait cette combustion, qui la rendrait lisse, prévisible, propre. Édouard a testé des centaines de composés différents sur plusieurs années. Il était méthodique, patient, obstiné. Et un jour, il a trouvé quelque chose qui fonctionnait mieux que tout le reste. Un composé organique à base de plomb qui, ajouté en petite quantité au carburant, éliminait presque entièrement le problème de claquement. Le moteur tournait doucement, régulièrement, silencieusement.
Les ingénieurs qui ont entendu la démonstration ont regardé Édouard avec l'expression qu'on réserve à quelqu'un qui vient de faire quelque chose de remarquable. L'industrie s'est précipitée sur cette découverte. En quelques années, ce composé de plomb était ajouté au carburant vendu dans des milliers de stations à travers le pays, puis dans d'autres pays, puis dans d'autres encore. Des millions de moteurs brûlaient ce mélange chaque jour et rejetaient par leurs tuyaux d'échappement des particules microscopiques de plomb directement dans l'air des villes, dans les rues, devant les écoles, sur les places des marchés, dans les parcs où jouaient les enfants. Et dès les premières années, des signaux d'alarme ont commencé à apparaître dans les usines qui fabriquaient ce composé. Des ouvriers tombaient malades, pas de façon ordinaire. Ils perdaient l'orientation, devenaient confus. Certains présentaient des comportements erratiques qui inquiétaient leurs collègues. Plusieurs d'entre eux ont dû être hospitalisés. Certains n'en sont pas sortis dans le même état qu'ils y étaient entrés. Les journalistes qui ont couvert ces incidents ont surnommé l'usine concernée la Maison des Fous, parce que c'est exactement ce que cela semblait être de l'extérieur. Édouard savait ce qui se passait. Il n'était pas naïf et il n'était pas ignorant. La toxicité du plomb n'était pas un secret au moment où il faisait ses recherches. Des médecins l'avaient documenté depuis des siècles. Lui-même avait dû interrompre ses travaux à un moment pour suivre un traitement médical discret, à l'abri des regards, pour une intoxication dont personne ne devait savoir la cause exacte. Et pourtant, peu après, il a convoqué une conférence de presse. Édouard s'est présenté devant les journalistes avec un flacon de son composé de plomb. Se l'est versé sur les mains sous les flashs des appareils photo, s'est frotté les paumes lentement et ostensiblement, et a déclaré avec le sourire que ce produit était parfaitement sans danger pour l'homme et qu'il pouvait en faire la démonstration chaque jour sans le moindre risque. Il sortait d'un traitement médical pour intoxication au plomb. Traitement suivi en privé, loin des regards, sans aucune mention publique. Je veux que vous preniez un instant pour mesurer ce que ça signifie. Ce n'est pas un homme qui ignorait les effets de son invention. Ce n'est pas un ingénieur naïf convaincu de l'innocuité de son produit. C'est quelqu'un qui avait vécu dans son propre corps ce que le plomb fait à un organisme humain, qui s'en était remis sous surveillance médicale et qui se présentait ensuite devant des caméras pour garantir au monde entier que tout allait bien. Le fossé entre ce qu'il savait et ce qu'il affirmait publiquement est l'une des choses les plus troublantes que j'ai rencontrées en étudiant cette histoire. Mais voilà ce qu'on oublie souvent quand on raconte cette partie. Édouard n'était pas seul. Derrière lui se trouvaient des structures industrielles immenses, des investissements colossaux, des intérêts économiques qui dépassaient largement la personne d'un seul ingénieur. Des compagnies entières avaient construit leur croissance sur ce composé de plomb. Des réseaux de distribution, des contrats, des brevets, des usines. Quand quelqu'un comme Édouard se levait pour dire que le produit était sûr, il ne parlait pas seulement en son nom propre. Il portait la voix de tout un système qui n'avait aucune envie que la question soit posée autrement. Et ce système allait bientôt se retrouver face à quelque chose qu'il n'avait pas anticipé. Un homme seul dans un laboratoire, avec des données que personne ne pouvait réfuter. Mais avant d'en arriver à Mathieu et à ce qu'il a finalement construit pour tenir ce système à distance, il faut parler d'une deuxième catastrophe. Parce qu'Édouard n'avait pas fini de laisser sa marque sur le monde. Et sa deuxième invention était, si c'est possible, encore plus ironique que la première. Quelques années après le triomphe commercial de son additif au plomb, Édouard s'est attaqué à un nouveau problème industriel. Les réfrigérateurs de l'époque fonctionnaient avec des gaz qui pouvaient être dangereux en cas de fuite. L'ammoniac irrite violemment les voies respiratoires. D'autres composés utilisés étaient inflammables. Les accidents domestiques existaient, rares mais réels, et l'industrie cherchait un substitut qui soit à la fois efficace comme agent réfrigérant et totalement inoffensif pour les personnes présentes en cas de fuite. Édouard a travaillé sur ce problème avec la même méthode systématique qui lui avait réussi la première fois. Il a synthétisé une famille de composés chimiques qui réunissaient toutes les qualités requises. Inodore, ininflammable, chimiquement inerte dans les conditions normales, sans aucun effet toxique connu sur l'homme. Lors d'une présentation devant ses collègues, il en a inhalé une bouffée, a soufflé sur une flamme de bougie et l'a éteinte proprement. Tout le monde a applaudi. C'était élégant, convaincant, parfait. Ces composés ont été adoptés massivement dans le monde entier.
réfrigérateurs, climatiseurs, aérosols. Pendant des décennies, personne n'a posé de questions sérieuses sur ce qu'il devenait une fois libéré dans l'atmosphère. Parce que dans les basses couches de l'air, effectivement, il ne réagissait à rien. Il flottait, inerte, invisible, inodore. Mais ils montaient. Lentement, portés par les mouvements de l'atmosphère, ils atteignaient la stratosphère, à une altitude où le rayonnement ultraviolet du Soleil est bien plus intense qu'au niveau du sol. Et là-haut, ce rayonnement brisait leurs molécules. Il libérait des atomes qui se liaient aux molécules d'ozone et les détruisait en déclenchant une réaction en chaîne. Un seul atome libéré pouvait détruire des dizaines de milliers de molécules d'ozone avant d'être neutralisé par autre chose. La couche d'ozone qui enveloppe la Terre et filtre une grande partie du rayonnement ultraviolet solaire, celle qui permet à la vie terrestre d'exister sous la forme qu'on connaît, commençait à s'amincir à une vitesse mesurable. Des scientifiques travaillant dans des stations isolées ont fini par détecter au-dessus des régions polaires une zone où l'ozone avait diminué de façon spectaculaire. Une fenêtre ouverte dans le bouclier invisible de la planète, laissant passer des rayonnements auxquels aucun écosystème n'était adapté. Édouard est mort avant que cette découverte soit rendue publique. Il n'a jamais su que ces deux grandes inventions avaient chacune, à leur façon, modifié la chimie de la planète entière. Le composé de plomb dans l'air des villes, les composés réfrigérants dans la stratosphère. Deux solutions à deux problèmes réels, deux catastrophes à retardement. Il est mort, pris dans un mécanisme qu'il avait lui-même conçu pour l'aider à se lever de son lit après une maladie, un appareil de corde et de poulie qui s'est retourné contre lui. Je ne sais pas si c'est de l'ironie ou simplement du tragique. Probablement les deux à la fois. Maintenant, revenons à Mathieu, parce que c'est là que l'histoire change de direction. Mathieu avait compris que son laboratoire était contaminé par quelque chose qui venait de l'extérieur. Il avait compris que ce quelque chose était du plomb, et qu'il était présent dans l'atmosphère à des concentrations qui n'avaient rien de naturel. Mais pour prouver ce qu'il soupçonnait, pour le mesurer avec la précision que la science exige, il avait besoin d'un environnement que le monde extérieur ne pouvait pas contaminer. Il n'existait pas. Alors, il l'a construit. Le chantier a pris plusieurs mois. Ses collègues passaient devant la pièce en transformation avec des regards qui allaient de la curiosité amusée à l'incompréhension franche. Mathieu faisait installer des systèmes de filtration d'air à plusieurs étages successifs, chaque filtre retenant des particules plus petites que le précédent. Les surfaces intérieures étaient recouvertes de matériaux qui n'émettaient aucune particule. Les réactifs chimiques qu'il allait utiliser à l'intérieur étaient purifiés selon des protocoles qu'il avait lui-même développés, parce qu'il avait constaté que même les réactifs vendus comme purs contenaient des traces mesurables de plomb. L'eau distillée du commerce en contenait aussi. Tout contenait du plomb, parce que tout avait été fabriqué, transporté, stocké dans un monde où le plomb était dans l'air depuis des décennies. Un jour, un collègue plus ancien s'est arrêté sur le seuil de ce qui ressemblait à un chantier de reconstruction et a demandé à Mathieu ce qu'il était en train de faire exactement. Mathieu a expliqué. Le collègue a réfléchi un moment, puis a dit, avec le ton de quelqu'un qui ne veut pas blesser inutilement, que tout ça semblait disproportionné par rapport au problème de départ. Qu'il y avait sûrement des façons plus simples de corriger les données. Mathieu a souri poliment et a continué. Ce que le collègue ne comprenait pas, ce que personne autour de Mathieu ne comprenait encore vraiment, c'est que Mathieu n'essayait plus seulement de dater la Terre. Il essayait de comprendre quelque chose de bien plus vaste, quelque chose qui allait demander des données d'une pureté absolue, parce que la question elle-même était d'une ampleur que personne n'avait encore formulée clairement. Dans sa salle propre, une fois terminée, une fois hermétique, une fois silencieuse comme aucune pièce scientifique ne l'avait été avant elle, Mathieu a commencé à analyser ses premiers échantillons non contaminés. Et les résultats qu'il a obtenus lui ont permis de publier quelque chose que le monde scientifique attendait depuis des générations. L'âge de la Terre, calculé non pas par approximation, non pas par extrapolation grossière, mais par mesure directe et rigoureuse de la désintégration radioactive dans des minéraux anciens, rendu possible pour la première fois par une salle où le plomb extérieur ne pouvait plus fausser la lecture de l'horloge naturelle.
Mais le chiffre qu'il a publié, aussi remarquable soit-il, n'était pas ce qui allait lui voler son sommeil pour les années suivantes. Ce que Mathieu a trouvé dans sa salle propre après avoir daté la Terre allait se révéler bien plus explosif que le chiffre lui-même. Et les gens qui avaient de l'argent à perdre allaient tout faire pour que personne ne l'entende. Voilà ce qui s'est passé. Une fois que Mathieu avait sa salle propre, une fois qu'il pouvait mesurer des concentrations de plomb à des niveaux que personne avant lui n'avait jamais atteints techniquement, il s'est posé une question qui semblait presque anodine au départ. Quelle est la concentration naturelle de plomb dans l'environnement, celle d'avant l'activité humaine industrielle, le fond de référence à partir duquel tout le reste se mesure? Pour répondre à ça, il avait besoin d'échantillons qui n'avaient pas été en contact avec l'ère moderne, des matériaux scellés depuis des siècles ou des millénaires, préservés dans des conditions qui empêchaient toute contamination extérieure. Il a pensé à la glace polaire. Les calottes glaciaires des régions polaires sont des archives naturelles d'une précision remarquable. Chaque année, la neige tombe, se compacte, s'accumule en couches successives. Ces couches emprisonnent les particules présentes dans l'atmosphère au moment de leur formation. Poussière, pollen, cendres volcaniques, et aussi les métaux en suspension dans l'air. En prélevant une carotte de glace verticale et en analysant couche par couche, on lit l'histoire de l'air couche par couche, comme les pages d'un livre qui remonterait des dizaines de milliers d'années en arrière. Mathieu a obtenu des échantillons de glace prélevés à différentes profondeurs, dans des régions polaires éloignées de toute activité industrielle. Il les a analysés dans sa salle propre, avec ses protocoles de purification extrême, avec ses techniques de mesure qui permettaient de détecter des quantités infimes de plomb, des quantités si petites que les instruments ordinaires ne les auraient même pas remarquées. Et il a commencé à lire ce que la glace avait à lui dire. Les couches les plus profondes, correspondant aux périodes très anciennes, bien avant l'industrie humaine, montraient des concentrations de plomb proches de zéro. Pas tout à fait zéro, parce que le plomb existe naturellement dans l'environnement à travers les éruptions volcaniques et l'érosion des roches, mais des niveaux très bas, stables, prévisibles. C'était le fond naturel, la ligne de base. L'état dans lequel l'atmosphère de la planète existait avant que l'humanité commence à intervenir. Puis Mathieu remontait dans les couches plus récentes, et la ligne commençait à bouger. Il y avait une élévation perceptible dans les couches correspondant à l'époque de Rome, exactement comme les historiens l'avaient suggéré sans jamais pouvoir le mesurer directement. Une hausse claire, visible, puis une chute nette après l'effondrement de l'Empire. Le Moyen-Âge montrait une remontée progressive, modeste, la révolution industrielle, une accélération plus franche. Et puis, dans les couches les plus récentes, correspondantes aux premières décennies du XXe siècle, la ligne ne montait plus progressivement, elle bondissait, verticalement. Comme une alarme sur un écran de contrôle qui vient de détecter une anomalie critique. Mathieu a regardé ce graphique pendant un long moment. Le bond correspondait exactement, à quelques années près, au moment où le carburant additionné de composés de plomb avait commencé à être distribué à grande échelle. Ce n'était pas une coïncidence statistique à interpréter avec prudence. C'était une correspondance directe, claire, sans ambiguïté. Des millions de moteurs brûlaient ce carburant et rejetaient du plomb dans l'air. L'air transportait ces particules. La pluie les faisait tomber. La neige polaire les emprisonnait. Et la glace gardait la trace de tout ça avec une fidélité parfaite. L'atmosphère entière de la planète avait été modifiée. Pas dans une région, pas dans une ville, pas autour d'une usine. Partout. Au pôle, loin de toute route et de tout moteur, la glace portait la signature chimique de millions de voitures circulant à des milliers de kilomètres de là. Mathieu avait sous les yeux la preuve que quelque chose sans précédent dans l'histoire de l'humanité s'était produit, et que les gens qui en étaient responsables vendaient encore leurs produits dans toutes les stations-service du monde. C'est à ce moment que sa vie a changé de nature. Jusqu'alors, Mathieu était un scientifique qui travaillait sur des questions fascinantes, mais relativement abstraites pour le grand public. L'âge de la Terre, les techniques de mesure, la physique nucléaire appliquée à la géologie. Des sujets qui intéressaient ses pairs mais ne menaçaient pas les intérêts de qui que ce soit. Ce qu'il venait de trouver dans la glace était différent, radicalement différent. C'était une accusation directe, chiffrée, irréfutable,
contre une industrie dont le chiffre d'affaires représentait des sommes considérables et dont les connexions politiques et économiques s'étendaient dans presque tous les secteurs de la société. Il a quand même publié. Les premières réactions du milieu scientifique ont été ce qu'on aurait pu espérer. Des questions sur la méthodologie, des demandes de précision, des tentatives de reproduire ces mesures dans d'autres laboratoires. Mathieu répondait à tout, patiemment, méthodiquement, avec la tranquillité de quelqu'un dont les données sont solides. Il savait que ces chiffres étaient justes. Il avait construit sa salle propre précisément pour qu'il le soit. Mais une autre catégorie de réaction est arrivée, moins académique, moins courtoise et beaucoup plus organisée. Des scientifiques que Mathieu ne connaissait pas ont commencé à publier des articles contestant ses conclusions. Pas ses données, qui étaient difficiles à attaquer directement, mais son interprétation, sa méthodologie dans ses grandes lignes, la pertinence de ses conclusions pour la santé publique. Ces articles étaient signés par des chercheurs dont certains travaillaient pour des instituts dont le financement venait, directement ou indirectement, des industries concernées. Mathieu l'a découvert en cherchant. Il fallait chercher, parce que ces liens n'étaient pas affichés en première page. Puis ses propres sources de financement ont commencé à se tarir. Les contrats de recherche sur lesquels son laboratoire fonctionnait n'ont pas été renouvelés. Les raisons invoquées étaient vagues. Préorientation des priorités, contraintes budgétaires, des formulations polies qui ne disaient pas ce qu'elles signifiaient vraiment. Mathieu s'est retrouvé à devoir justifier chaque dépense, à rogner sur les équipements, à fonctionner avec une équipe réduite au minimum. Et en parallèle, les articles qui contestaient son travail continuaient à paraître, à être cités, à créer dans l'espace public une impression de débat scientifique ouvert, alors que le débat réel, celui des données brutes, était depuis longtemps tranché. C'est une mécanique que je trouve personnellement glaçante, parce qu'elle ne ressemble pas à une censure brutale et visible. Elle ressemble à de la friction, à de l'usure, à une accumulation de petits obstacles qui, pris un par un, semblent presque raisonnables, mais qui ensemble forment un mur. On ne fait pas taire Mathieu, on le fatigue. On l'isole. On crée autour de lui une atmosphère où ses conclusions semblent controversées, contestées, prématurées, même si ces données ne l'ont jamais été. Mathieu a continué malgré tout. Et pendant qu'il continuait, quelque chose se passait dans les villes du monde entier qui allait bientôt donner à son travail une dimension que même lui n'avait pas encore entièrement mesurée. Le plomb ne tue pas vite. C'est ce qui le rend si dangereux. Si les enfants qui grandissaient près des routes passantes dans les décennies de l'essence plombée étaient tombés malades en quelques jours, quelqu'un aurait fait le lien immédiatement. Mais le plomb est patient. Il s'installe, il s'accumule, il travaille en silence pendant des années, et ce qu'il fait au cerveau d'un enfant de 3 ans ne se voit vraiment que 15 ou 20 ans plus tard. Voici la mécanique précise, et je vous demande de rester avec moi sur ce point, parce que c'est là que l'histoire cesse d'être une histoire de chimie et devient une histoire sur nous. Vos cellules ont des systèmes de transport spécialisés pour faire entrer le calcium dans leur intérieur. Le calcium est indispensable. Il intervient dans la contraction musculaire, dans la transmission des signaux entre neurones, dans la solidité des os. Vos cellules en ont besoin en permanence, et elles sont programmées depuis des millions d'années d'évolution pour le chercher activement et l'absorber chaque fois qu'elles en trouvent. Le problème est que le plomb ressemble au calcium d'une façon que ces systèmes de transport ne peuvent pas distinguer. Par sa taille, par sa charge électrique, il passe les mêmes portes, emprunte les mêmes canaux, se retrouve à l'intérieur des mêmes cellules. Et une fois à l'intérieur, il ne fait pas ce que le calcium ferait. Il perturbe les enzymes, bloque des réactions chimiques essentielles, interfère avec la façon dont les neurones communiquent entre eux. Dans le cerveau d'un adulte, les dommages sont réels, mais limités par le fait que les grandes structures neurologiques sont déjà en place. Mais dans le cerveau d'un enfant entre 0 et 6 ans, c'est autre chose. Ce cerveau est en construction active. Des milliards de connexions se forment chaque jour. Des régions entières s'organisent, se spécialisent, s'interconnectent. C'est la période la plus intense de développement neurologique de toute une vie. Et quand du plomb s'infiltre dans ce chantier en cours, il ne détruit pas seulement des cellules isolées, il désorganise l'architecture en train de se construire.
La région la plus touchée est le cortex préfrontal. C'est la partie du cerveau qui gère ce qu'on appelle les fonctions exécutives. La capacité à anticiper les conséquences de ses actes. La capacité à freiner une impulsion avant de la mettre en œuvre. La capacité à évaluer une situation complexe et à choisir une réponse adaptée plutôt que la première réaction venue. C'est la région qui vous dit d'attendre, de réfléchir, de peser le pour et le contre avant d'agir. Un enfant dont le cortex préfrontal s'est développé avec du plomb dedans grandit avec une version de cette région qui fonctionne différemment. Pas de façon catastrophique et visible, pas de façon qui déclenche une alarme chez les parents ou les enseignants. De façon subtile, diffuse, qui ressemble à beaucoup d'autres choses. Une difficulté à rester concentré, une tendance à réagir plus fort et plus vite que la situation ne le demande. Une peine à se projeter dans les conséquences futures d'une décision présente. Des études menées sur des milliers d'enfants dans plusieurs pays ont mesuré ces effets avec des méthodes rigoureuses et reproductibles. Chaque augmentation mesurable du plomb dans le sang d'un enfant correspond à une diminution mesurable de ses performances cognitives. Ce n'est pas une opinion. C'est une mesure. Documentée, répétée, confirmée indépendamment dans des laboratoires qui ne se connaissaient pas. Et les dommages sont permanents. Le cerveau adulte ne réécrit pas ce qui a mal tourné pendant l'enfance. Ces connexions qui ne se sont pas formées correctement ne se reforment pas. Ce cortex préfrontal qui s'est développé avec une architecture perturbée ne se recalibre pas spontanément à l'âge adulte. La personne vit avec ce qu'elle a, et elle ne sait même pas que quelque chose manque, parce qu'on ne ressent pas l'absence de quelque chose qu'on n'a jamais eu. Je veux que vous imaginiez ce que ça signifie à l'échelle d'une génération entière. Pendant plusieurs décennies, dans les villes du monde entier, les rues les plus fréquentées étaient aussi les plus chargées en particules de plomb dans l'air. Et les enfants qui habitaient près de ces rues, qui jouaient sur les trottoirs le long de ces axes, qui respiraient cet air pendant leurs premières années de vie, recevaient des doses quotidiennes de ce métal, précisément pendant la fenêtre de développement neurologique la plus critique qui existe. Pas un enfant isolé, des quartiers entiers, des villes entières, des générations entières. C'est là qu'une chercheuse en économie du nom de Céleste entre dans cette histoire. Céleste n'était pas neurologue, elle n'était pas toxicologue. Elle travaillait sur les statistiques de la criminalité et cherchait à comprendre une anomalie qui résistait à toutes les explications habituelles. Dans plusieurs pays, le niveau de criminalité violente avait suivi une courbe étrange. Une montée progressive pendant plusieurs décennies, un pic brutal, puis une chute aussi rapide et aussi synchrone qu'inexpliquée. Partout en même temps, dans les grandes villes et les petites, dans les régions riches et les régions pauvres. Les explications classiques ne tenaient pas. Les variations économiques n'expliquaient pas la synchronicité géographique. Les changements législatifs non plus. La démographie pas davantage. Céleste a passé des mois à chercher une variable qui épouserait cette courbe avec suffisamment de précision pour mériter qu'on s'y arrête. Et un jour, elle a superposé deux graphiques. Le premier montrait l'évolution du niveau d'exposition au plomb des enfants selon les décennies. Le second montrait l'évolution de la criminalité violente 20 ans plus tard. Le décalage de 20 ans correspond exactement au temps qu'il faut à un enfant exposé au plomb de 0 à 6 ans pour devenir un adulte de 20 à 25 ans. La correspondance entre les deux courbes était troublante. Pas parfaite, parce que rien n'est parfait dans les phénomènes sociaux complexes, mais suffisamment précise, suffisamment cohérente, suffisamment reproductible dans des contextes géographiques différents pour que Céleste décide de publier ses conclusions et d'accepter les conséquences de ce que ça impliquait. Ce que ça impliquait était difficile à digérer. Si la corrélation reflétait une relation de cause à effet réelle, alors une partie significative de la criminalité violente qui avait marqué ces décennies n'était pas le résultat de choix individuels, de failles morales, de cultures particulières ou de conditions économiques seules. C'était en partie la conséquence chimique et neurologique d'une décision industrielle prise des décennies plus tôt par des hommes qui savaient que leurs produits dispersaient du plomb dans l'air et qui avaient choisi de continuer quand même. Des gens avaient grandi avec un cerveau dont le développement avait été perturbé par un métal mis dans leur air sans leur consentement, sans celui de leurs parents.
sans que personne dans leur quartier soit informé de ce qui se passait. Et ces mêmes gens avaient ensuite été jugés, condamnés, incarcérés pour des comportements dont une partie de la cause était inscrite dans leur neurologie avant même qu'ils aient l'âge de marcher. Ce n'est pas une excuse universelle, ce n'est pas une négation de la responsabilité individuelle. C'est quelque chose de plus compliqué et de plus inconfortable que ça. C'est la preuve que la frontière entre le choix personnel et la condition biologique est moins nette qu'on veut bien le croire. Et que ceux qui ont mis ce métal dans l'air n'ont jamais eu à répondre de ce que ça a fait au cerveau des enfants qui vivaient le long des routes. Mathieu, lui, continuait à se battre pour que ces données existent et restent accessibles. Mais le combat qu'il menait était en train de prendre une tournure qu'il n'avait pas anticipée. Ce que les industries du pétrole et de l'automobile ont fait à Mathieu n'était pas une attaque frontale. Une attaque frontale, ça se voit, ça se documente, ça peut se défendre. Ce qu'elles ont fait était bien plus sophistiqué et bien plus difficile à combattre. Elles ont fabriqué du doute. Laissez-moi vous expliquer comment ça fonctionne concrètement, parce que c'est un mécanisme qu'on retrouve dans d'autres histoires, avec d'autres produits, et qui mérite qu'on le comprenne clairement. Mathieu avait des données mesurées avec une précision que personne dans son domaine ne pouvait égaler à l'époque. Des données reproduites dans plusieurs contextes, sur plusieurs types d'échantillons, par des méthodes qu'il avait lui-même développées et documentées en détail. Attaquer ces données directement, c'était s'exposer à une défaite publique rapide. Alors personne ne les a attaquées directement. Ce qu'on a fait à la place, c'est financer des études parallèles qui posaient d'autres questions, arrivaient à d'autres conclusions, et créaient dans l'espace public l'impression qu'il existait un vrai débat scientifique sur le sujet. Ces études n'avaient pas besoin d'être aussi solides que celles de Mathieu. Elles avaient juste besoin d'exister, d'être publiées dans des revues acceptables et d'être citées abondamment dans les communications publiques des industries concernées. Le message n'était pas que Mathieu avait tort. Le message était que la question était complexe, que les experts ne s'accordaient pas, que des recherches supplémentaires étaient nécessaires avant de tirer des conclusions hâtives. Ce message-là, distillé pendant des années dans les médias, dans les auditions parlementaires, dans les communiqués de presse des lobbies industriels, créait quelque chose de très précis dans l'esprit du public et des décideurs. Une hésitation. Un sentiment que peut-être c'était compliqué, que peut-être il valait mieux attendre, que peut-être Mathieu était un peu excessif dans ses affirmations. Et pendant que ce doute artificiel se fabriquait, les moteurs continuaient à tourner et le plomb continuait à sortir par les tuyaux d'échappement. Mathieu recevait des lettres, pas toutes courtoises. Certaines mettaient en doute sa compétence, son objectivité, ses motivations. Des collègues qu'il croisait dans les conférences scientifiques lui disaient parfois, avec le ton de quelqu'un qui lui rendrait service, qu'il serait peut-être judicieux de nuancer ses positions publiques, que la controverse qu'il suscitait ne lui était pas favorable professionnellement, qu'il y avait des façons moins frontales d'aborder ces questions. Mathieu écoutait, et il continuait. Ce qui me frappe dans cette partie de sa vie, c'est la nature de ce que ça demande à un être humain de rester debout dans ces conditions. Ce n'est pas du courage spectaculaire, pas du genre qui fait de beaux films. C'est quelque chose de plus épuisant et de plus solitaire. C'est se lever chaque matin et choisir de continuer à faire son travail correctement dans un environnement qui a été conçu pour vous décourager. C'est répondre patiemment à des critiques de mauvaise foi sans descendre au même niveau. C'est maintenir la qualité de sa recherche quand les financements se réduisent et que l'équipe fond. C'est ne pas craquer quand les institutions qui devraient vous soutenir regardent ailleurs. Il avait des alliés, pas nombreux, mais réels. Des chercheurs dans d'autres pays qui avaient commencé à reproduire ces mesures et à obtenir des résultats qui confirmaient les siens. Des médecins qui travaillaient sur la santé infantile et qui voyaient dans leurs données cliniques ce que Mathieu voyait dans ses carottes de glace. Des journalistes scientifiques qui avaient compris ce qui se passait et qui cherchaient à l'expliquer à un public plus large. Ce réseau était informel, dispersé, sans budget commun, sans porte-parole officiel. Mais il existait, et il grossissait lentement. Et pendant que ce réseau se construisait, quelque chose d'autre se produisait, qui allait finalement faire bouger les choses
d'une façon que ni Mathieu ni ses adversaires n'avaient tout à fait anticipée. Des médecins qui travaillaient dans des quartiers urbains denses avaient commencé à comparer systématiquement les analyses sanguines des enfants qui venaient dans leur cabinet avec les données environnementales des zones où ils habitaient. Ce travail clinique patient, réalisé sans grand budget et sans couverture médiatique, accumulait des preuves d'un type différent de celles de Mathieu. Pas des mesures atmosphériques, pas des carottes de glace, pas de la physique nucléaire. Des enfants en chair et en os, avec des noms, des adresses, des résultats d'analyse. Des enfants qui habitaient près des axes routiers les plus fréquentés et qui présentaient des taux de plomb dans le sang systématiquement plus élevés que les enfants des mêmes quartiers, mais des rues moins passantes. Des enfants dont les performances à l'école étaient corrélées de façon mesurable avec ces taux. Ce type de données était beaucoup plus difficile à écarter d'un revers de main. On peut contester des mesures atmosphériques abstraites, on peut créer du doute autour d'interprétations géochimiques complexes. Il est beaucoup plus difficile de regarder un médecin dans les yeux quand il pose sur la table les dossiers de 50 enfants d'un même quartier et explique ce que leurs analyses montrent. Les législateurs qui avaient jusqu'alors accueilli les représentants des industries avec une oreille accommodante ont commencé à recevoir d'autres visiteurs dans leurs bureaux. Et les rapports que ces visiteurs apportaient étaient différents de tout ce qui avait circulé jusqu'alors, parce qu'ils parlaient d'enfants spécifiques dans des villes spécifiques avec des données médicales vérifiables. Le vent a commencé à tourner, lentement, avec des résistances à chaque étape, mais il a tourné. Les premières réglementations sont apparues, timides, limitées, souvent accompagnées de délais d'application qui donnaient aux industries le temps de s'adapter à leur rythme. Mais elles existaient. Et chaque nouvelle réglementation créait un précédent qui rendait la suivante plus facile à justifier. Mathieu a vécu ce processus avec une ambivalence que je comprends parfaitement. D'un côté, les données qu'il avait produites au prix de tant d'efforts finissaient par produire des effets réels dans le monde réel. De l'autre, la lenteur de ce processus était douloureuse à observer quand on savait que chaque année de délai supplémentaire représentait des millions d'enfants continuant à respirer un air que personne n'aurait dû laisser dans cet état. Et il y avait autre chose, quelque chose que Mathieu avait découvert dans ses analyses et qui ajoutait une dimension supplémentaire à cette histoire. Une dimension qui touchait non pas aux générations présentes, mais à celles qui n'étaient pas encore nées. Il y a une chose que personne ne vous dit sur le plomb accumulé dans les os pendant l'enfance. Il n'y reste pas. Il attend. Et il choisit les pires moments pour revenir. Voici ce que Mathieu a découvert en analysant des données biologiques sur le long terme, et c'est probablement la partie la plus personnelle de toute cette histoire, parce qu'elle ne parle pas de statistiques abstraites. Elle parle de ce qui se passe à l'intérieur du corps d'une femme enceinte qui a grandi dans une rue passante dans les décennies de l'essence plombée. Le plomb s'installe dans les os exactement comme le calcium, parce que le corps les confond. Et dans les os, il peut rester des décennies. La période pendant laquelle la moitié du plomb stocké dans le tissu osseux est éliminé naturellement est d'environ 25 à 30 ans. Ce qui veut dire qu'une femme qui a respiré de l'air chargé en plomb entre 0 et 6 ans porte encore une part significative de ce plomb dans ses os à 30 ans, à 40 ans. La plupart du temps, ce plomb reste là, piégé dans la structure osseuse, peu actif, peu dangereux dans cette forme. Mais il y a 2 moments dans la vie d'une femme où le calcium est massivement mobilisé hors des os. Le premier est la grossesse, quand le corps puise dans ses réserves osseuses pour construire le squelette du bébé. Le second est la ménopause, quand les changements hormonaux modifient la façon dont les os retiennent leurs minéraux. Dans ces 2 moments, le plomb suit le calcium. Il sort des os, entre dans la circulation sanguine et se retrouve disponible dans le sang à des concentrations qui peuvent être significativement plus élevées que pendant les périodes calmes. Et pendant une grossesse, ce plomb qui circule dans le sang maternel franchit la barrière placentaire. Il atteint le fœtus. Il arrive dans le cerveau en développement d'un enfant qui n'a pas encore respiré son premier souffle d'air, qui n'a encore jamais été exposé à quoi que ce soit venu de l'extérieur, et qui reçoit pourtant du plomb accumulé par sa mère des décennies plus tôt sur un trottoir d'une ville dont il n'a encore aucune idée.
Prenez un instant pour mesurer ce que ça signifie vraiment. Le plomb que votre mère a respiré enfant, dans les années où l'essence plombée était encore distribuée dans toutes les stations, peut avoir atteint votre cerveau avant votre naissance. Pas parce que votre mère a fait quelque chose de mal, pas parce qu'elle n'a pas fait attention, parce que quelqu'un a mis ce métal dans l'air de sa ville quand elle avait 3 ans, et que personne ne lui a jamais dit que son corps en gardait la trace pendant des décennies. La contamination n'est pas un événement ponctuel qu'on peut dater et clore. Elle se transmet, silencieusement, biologiquement, d'un corps à l'autre, d'une génération à la suivante, avec une patience que même les industriels qui ont mis ce métal dans le carburant n'avaient probablement pas anticipée. C'est à ce stade que Mathieu a commencé à recevoir des appels d'un type différent. Non plus seulement des scientifiques, non plus seulement des journalistes, des gens ordinaires qui avaient entendu parler de ses travaux et qui voulaient savoir si c'était vrai, si leur enfant pouvait encore être affecté, si le plomb qu'ils avaient respiré jeune était encore dans leur corps et ce qu'ils pouvaient faire. La réponse à ces questions était à la fois simple et douloureuse. Oui, le plomb accumulé pendant l'enfance reste dans les os pendant des décennies. Non, il n'existe pas de traitement simple et accessible pour s'en débarrasser. Oui, il peut être mobilisé dans certaines circonstances biologiques. Et non, ce n'était pas leur faute. C'était la conséquence d'une décision industrielle prise avant leur naissance, maintenue pendant des décennies, malgré des signaux d'alarme que des gens comme Mathieu avaient essayé de rendre publics, et corrigés beaucoup plus tard que ce n'était nécessaire. Ces conversations ont changé quelque chose dans la façon dont Mathieu parlait de son travail en public. Il était devenu scientifique pour répondre à des questions abstraites et fascinantes. Il se retrouvait maintenant à expliquer des résultats qui touchaient directement la vie de gens ordinaires qui n'avaient rien demandé. Cette responsabilité n'était pas celle qu'il avait cherchée, mais elle était réelle et il a choisi de l'assumer. Les réglementations, elles, continuaient leur progression lente, pays par pays, avec des résistances à chaque étape, avec des délais qui semblaient toujours plus longs que nécessaires. Mais les courbes dans les analyses sanguines des populations commençaient à descendre dans les pays qui avaient agi en premier. Lentement, mais de façon mesurable. La science fonctionnait. Quand on retirait le plomb de l'air, il disparaissait progressivement du sang des gens. Quand il disparaissait du sang des enfants, les effets se faisaient sentir une génération plus tard. Ce n'était pas encore fini, loin de là. Sous les rues de dizaines de villes, quelque chose attendait toujours. Quelque chose que ni les réglementations sur le carburant, ni les nouvelles peintures sans plomb ne pouvaient effacer d'un coup de crayon administratif. Les canalisations. Dans beaucoup de villes construites avant que le danger du plomb soit officiellement reconnu, les tuyaux qui acheminent l'eau potable dans les maisons sont en plomb, ou contiennent des soudures en plomb, ou sont connectés à des raccords en plomb. Pendant des décennies, personne n'a posé de questions sérieuses sur ce que ces tuyaux libéraient dans l'eau qui en sortait, parce que la priorité politique était le carburant, les peintures, les sources visibles et mesurables. Les canalisations souterraines sont invisibles, et ce qui est invisible est facile à ignorer. Puis, dans une ville ordinaire, dans un pays qui se croyait sorti de l'ère du plomb, quelqu'un a décidé de changer la source d'approvisionnement en eau pour faire des économies. La nouvelle eau était chimiquement différente de l'ancienne, plus corrosive. Elle attaquait les vieilles canalisations en plomb et les dissolvait lentement, libérant ce métal directement dans l'eau du robinet des habitants. Les premiers à l'avoir signalé n'étaient pas des scientifiques avec des équipements sophistiqués. C'étaient des parents qui trouvaient l'eau bizarre, des enfants qui tombaient malades, des médecins de quartier qui comparaient des analyses et ne comprenaient pas ce qu'ils voyaient. Les autorités locales ont dit que l'eau était sûre. Des documents internes montraient plus tard qu'elles savaient que ce n'était pas le cas. Une pédiatre du nom d'Anaïs a refusé de se taire. Elle avait commencé à collecter les analyses sanguines de ses jeunes patients et à les comparer avec les adresses, avec les sources d'eau, avec les dates. Les chiffres qu'elle obtenait étaient impossibles à ignorer pour quiconque les regardait honnêtement. Elle a publié ces données, a contacté des journalistes, a témoigné dans des instances officielles. Elle a subi des pressions pour qu'elle cesse. Elle a continué. Ce qui me touche dans l'histoire d'Anaïs, c'est qu'elle n'avait pas les outils de Mathieu, pas de salle propre, pas de technique de mesure révolutionnaire. Elle avait des dossiers médicaux, un tableau comparatif et le refus de croire que les chiffres devant elle ne voulaient rien dire.
C'est ça, en réalité, ce qu'on demande à quelqu'un qui dit une vérité inconfortable à un système qui ne veut pas l'entendre. Pas forcément du génie, souvent juste de la persistance et le refus de regarder ailleurs. L'affaire a fini par éclater publiquement. Des responsables ont dû répondre de leur choix. Des expertises indépendantes ont confirmé ce qu'Anaïs avait mesuré. Des travaux ont été lancés pour remplacer les canalisations. Trop lentement, encore une fois, mais ils ont été lancés. Et c'est là que nous en sommes. Pas à la fin de cette histoire, parce qu'elle n'a pas de fin propre et nette. Des millions de foyers sont encore connectés à des réseaux comportant du plomb. Dans les régions du monde où les réglementations sont plus faibles et les ressources plus limitées, ce métal est encore dans les peintures, dans les jouets, dans l'air des quartiers où on recycle des batteries à ciel ouvert. L'Organisation mondiale de la santé le classe parmi les 10 substances chimiques qui représentent le plus grand danger pour la santé humaine à l'échelle mondiale. Et la position officielle de la médecine contemporaine est sans ambiguïté. Il n'existe aucun seuil en dessous duquel le plomb est sans effet sur un organisme humain. 0 est le seul chiffre acceptable. Et pourtant, nous ne pouvons pas nous en passer complètement. Pas encore. Il est dans les batteries qui démarrent les moteurs. Il est dans les blindages des salles de radiologie qui protègent les patients pendant les examens. Il est dans les conteneurs qui transportent les déchets nucléaires. Nous utilisons un poison neurologique pour nous protéger d'un autre danger, parce que nous n'avons pas encore trouvé partout un substitut accessible. Ce paradoxe est réel, inconfortable et sans résolution simple. Les taux de plomb dans le sang des populations des pays qui ont agi le plus tôt ont chuté de façon spectaculaire depuis les décennies de l'essence plombée. 5 fois moins, 10 fois moins dans certaines tranches d'âge. Cette victoire silencieuse est l'une des plus grandes de la santé publique moderne et l'une des moins connues. On n'en parle presque jamais, parce que les victoires lentes et invisibles ne font pas de bonnes histoires médiatiques. On n'en parle pas non plus, parce qu'admettre l'ampleur de cette victoire, c'est admettre implicitement l'ampleur de ce qu'on avait laissé se produire. Mathieu est mort sans avoir reçu la récompense scientifique la plus haute. L'homme qui avait calculé l'âge de la Terre, développé des techniques analytiques qui ont transformé plusieurs domaines scientifiques et fourni les preuves irréfutables qui ont conduit au retrait du plomb du carburant dans la plupart des pays du monde, est passé à côté de la consécration officielle. Les institutions récompensent rarement ceux qui les dérangent de leur vivant. C'est une constante de l'histoire des sciences qui n'a pas encore trouvé de remède. Mais la glace polaire, elle, garde toujours la trace de ce qu'il a mesuré. Les couches correspondant aux décennies de l'essence plombée sont là, figées, avec leur concentration anormalement élevée de ce métal gris. Et les couches plus récentes, celles qui se sont formées après les interdictions progressives, montrent quelque chose de différent. La ligne descend. Lentement, mais elle descend. L'atmosphère de la planète se souvient de chaque gramme de plomb qu'on a brûlé dans nos moteurs. Et elle se souvient aussi de chaque année où on a arrêté de le faire. Revenons au début, à Mathieu dans son laboratoire poussiéreux, à cette anomalie dans les données qui ne voulait pas s'expliquer, à cette question technique qui cachait une révélation. Un homme seul, des chiffres qui ne collaient pas, et la décision de chercher d'où venait le problème plutôt que de l'arrondir et de passer à autre chose. Ce choix, apparemment anodin dans un laboratoire que personne ne regardait, a conduit à une chaîne de découvertes qui a changé la façon dont des millions de personnes respirent aujourd'hui. Ce métal est né dans une catastrophe cosmique il y a des milliards d'années. Il a traversé la formation de notre planète, les âges géologiques, les empires humains, les laboratoires des alchimistes, les moteurs du XXe siècle. Il est toujours là, dans les sols, dans les vieux murs, dans les canalisations oubliées, dans les os de ceux qui ont grandi dans les décennies où il était partout. Il ne réagit à rien, ne se plaint de rien, n'attend rien. Il a tout son temps. Nous n'en avons pas autant. La vraie leçon de cette histoire n'est pas que la science finit toujours par gagner. Elle finit parfois par gagner, lentement, imparfaitement, trop tard pour certains. La vraie leçon est que le silence d'un seul homme informé coûte plus cher que n'importe quelle campagne de pression industrielle. Mathieu aurait pu arrondir ses chiffres, accepter les compromis, laisser les données gênantes dans un tiroir. Il ne l'a pas fait. Et c'est pour ça que l'air que vous respirez aujourd'hui contient moins de plomb que celui qu'ont respiré vos parents.
Maintenant, je veux vous poser une question, et je voudrais vraiment que vous y répondiez dans les commentaires, parce qu'elle me hante depuis que je me suis plongé dans cette histoire. Si vous appreniez aujourd'hui qu'un produit utilisé massivement autour de vous, dans votre alimentation, dans votre environnement quotidien, avait des effets prouvés sur le cerveau de vos enfants, mais que le retirer du marché coûterait des milliards et dérangerait des industries entières, est-ce que vous pensez vraiment que les choses se passeraient différemment de ce qui s'est passé avec le plomb? Ou est-ce qu'on referait exactement la même chose? Si cette histoire vous a appris quelque chose, laissez un like et abonnez-vous. Ça permet à ce genre de contenu d'exister et d'atteindre des gens qui ont besoin de l'entendre.